Vous allez nous parler des outils responsables en IA. Alors, le premier constat qu'on a fait avec le Media Lab de Sciences Po, c'était que l'éthique de l'IA était le lieu de beaucoup de débats déjà, mais avec des institutions très nombreuses, d'organisations internationales, d'organisations de tout ordre, avec beaucoup de création de guidelines, de chartes éthiques, donc souvent posées par le haut. Et on avait besoin d'entendre en fait la voix plutôt du bas, entre guillemets, donc plutôt des gens en fait, qu'est-ce que les gens pensent de l'éthique de l'IA. Et en fait, on utilise un peu les outils des réseaux sociaux, donc des Twitter, mais aussi de la presse, pour essayer de voir qu'est-ce que les gens en disent de l'éthique de l'IA. Donc on a fait un certain nombre de travaux là-dessus, et on voit qu'en fait, les sujets sont assez différents, et les principes tels qu'elles sont érigés par les grandes institutions ne sont pas forcément les mêmes que les sujets évoqués par le monde du bas, entre guillemets. Et on voit apparaître une notion qui est la notion qu'on a appelée la notion de glitch, en fait. On n'est pas dans des grands moments éthiques, on est plutôt dans des moments où on a une surprise, où les gens voient un algorithme, une utilisation, un résultat, et ça ne correspond pas à ce qu'ils en attendaient. Il y a un moment de loufoquerie ou de bizarrerie, entre guillemets. En fait, c'est plutôt ça qu'on observe, et pas des grands principes un petit peu éthiques. Donc ça, c'est des premiers constats qu'on a pu faire. Ensuite, on a pu faire aussi le constat que le monde académique s'est vachement emparé de ce sujet éthique de l'IA, avec des sujets très différents. Donc, on a fait une petite visualisation pour voir un peu tous les secteurs autour de l'IA qui ont été un petit peu dénoncés par le monde académique. Et on voit que beaucoup de thématiques reviennent très souvent. Donc, par exemple, le racisme, le sexisme, ce sont des sujets en IA qui sont... voilà, on a énormément de papier dessus. Souvent avec des recherches qui utilisent presque toutes les mêmes bases de données, donc que ce soit la base de données Compass pour l'analyse de récidive, de prédiction de récidive, ou aussi la prédiction de risques bancaires. En fait, c'est toujours les mêmes sujets, et des sujets qui ne sont pas forcément en lien direct avec le monde de l'IA, qui utilise des données beaucoup plus granulaires, beaucoup moins structurées, beaucoup moins catégorisées aussi. Donc voilà, on voit ici une espèce de dissonance se créer. Et évidemment, comme je l'ai dit, aussi énormément de principes éthiques. Donc ça, comme on le sait, on a plus d'une centaine de principes éthiques d'organisations internationales, d'États, mais aussi de grandes entreprises. Donc voilà, donc on a un monde qui est florissant et beaucoup de choses qui sont dites. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont peut-être les critiques qu'on peut opposer à toutes ces grandes institutions qui proposent des choses. Et voilà, peut-être trois types de critiques. Une première critique qui est cette résolution par la loi. Donc, quand on lit ces principes éthiques, donc, on peut voir ici, on voit qu'il y a certains principes qui reviennent beaucoup plus souvent que d'autres. Donc, notamment, en les listant, on voit le principe de la discrimination, le principe de fairness, de justice, ce genre de choses. La privacy, donc confidentialité, vie personnelle des données. L'explicabilité, évidemment, donc qu'on peut aussi associer, mais qui n'est pas exactement la même chose que la transparence. Et puis aussi les métriques de performance, donc l'utilisation, les métriques qui permettent d'objectiver les algorithmes. Et en fait, on se rend compte aussi très rapidement qu'il y a dans les manières de proposer des solutions à ces outils, à ces grands principes, des grandes contradictions entre les différents principes. Pour en noter quelques-unes, par exemple la discrimination et la protection de la vie personnelle. Par exemple, pour aider à la lutte contre la discrimination, donc le racisme, le sexisme et toutes les choses qui sont évoquées dans les papiers de recherche, forcément, on a besoin d'avoir la variable préjudiciable, donc que ce soit le sexe ou l'origine ethnique. Évidemment, si on n'a pas accès à cette variable parce qu'il y a la confidentialité des données, on ne peut pas redresser les algorithmes ou les rendre débiaisés. Même chose, entre la discrimination et la performance, on peut se dire que le fait d'incorporer un certain nombre de variables qui sont des approximateurs non seulement d'une origine ethnique, mais aussi de la performance. Donc, par exemple, un algorithme de recrutement qui utilise la localisation géographique des personnes, on peut se dire que cette variable est autant corrélée à l'origine ethnique qu'avec avec la performance future du collaborateur. Et le fait d'enlever cette variable-là peut influer sur la performance, tout en permettant de ne pas discriminer. Même chose entre la protection de la vie personnelle et l'explicabilité. Donc on a parlé un petit peu d'explicabilité.
si on veut, on a parlé de la complexité de ces algorithmes qui utilisent énormément de données, on parle d'un million de variables. Alors la privacy, quand on essaye de la solutionner techniquement, on peut ajouter du bruit, on peut penser à agréger les variables, à renommer les variables, à supprimer des variables. Toutes ces choses-là, évidemment, ne vont pas dans le sens d'une meilleure explication du fonctionnement de ces algorithmes. Même chose entre l'explicabilité et la performance, un algorithme simple peut, donc ça c'est pas obligatoire, mais peut être moins performant. On a aussi privacy performance, donc évidemment la privacy qui rajoute du bruit, on peut imaginer qu'en ajoutant du bruit, on perd en performance. Donc on a un certain nombre de trade-offs, d'arbitrage qui se dessinent assez rapidement au nom de ces différents principes et qui posent la question de l'opérationnalité de ces principes. Ensuite, on a un deuxième type de solutions qui sont souvent avancées, qui sont les chartes éthiques. Donc comme on a dit, on a énormément de chartes éthiques et on a aussi beaucoup de critiques de ces chartes éthiques. La première critique, évidemment, c'est qu'elles sont non contraignantes, par une définition même de la charte éthique. Mais il y en a d'autres aussi. Donc, par exemple, un article qui est sorti l'année dernière qui dit que ces principes sont souvent inspirés de la médecine, donc avec les grands principes de la médecine, justice, bienfaisance, non-malveillance. Et ces principes-là ne sont peut-être pas propres à l'IA, peut-être qu'elles sont trop théoriques, et peut-être que le monde de la médecine est un monde qui n'est pas, où les enjeux ne sont pas les mêmes qu'avec l'IA. On a un autre type de critiques qui sont qu'en fait, ça ne marche pas, les chartes éthiques. Si on fait des expérimentations concrètes, on laisse des développeurs signer des chartes éthiques, lire des chartes éthiques, et ensuite, on essaye de mesurer leur comportement. Puis on a des études, donc celle de McNamara en 2018, qui montrent qu'en fait, ça ne sert à rien. Et ensuite, le dernier problème, et qui est peut-être le plus important, c'est est-ce que ces chartes éthiques ne sont pas des chevals de Troie ou des cache-sexes qui permettent en fait de faire passer la pilule, de faire passer l'IA, de l'industrialiser, tout en se protégeant grâce aux chartes éthiques. Et là-dessus, on a aussi des exemples. Je sais qu'il y a quelqu'un qui travaille pour IBM, mais c'est un exemple qui a été cité aussi par un article qui est de IBM. IBM sont des personnes qui s'investissent énormément dans l'éthique de l'IA, en créant des outils, mais aussi des papiers de recherche. Et en même temps, ils ont des comportements qui sont critiqués, notamment aux Philippines, où ils ont mis en place toute la politique de surveillance d'une police qui est très critiquée, qui pratique des assassinats très arbitraires. Et donc IBM a mis en place beaucoup de choses, notamment une petite partie en reconnaissance faciale, mais bon, ça c'est encore controversé, on ne sait pas si c'est vraiment le cas. Voilà, donc les chartes éthiques, bon, est-ce que c'est pas au final un cache-sexe vers quelque chose? Et dernier point, c'est la résolution par la technique, en fait, par des outils techniques. Donc on a plusieurs communautés, on en a peut-être trois grosses communautés en machine learning qui essayent de solutionner le problème éthique à travers la formalisation d'outils techniques. On a par exemple le premier problème qui est la fairness, comment formaliser l'équité, qui est un grand problème parce qu'on a énormément de définitions très différentes de l'équité. On a la parité statistique, donc l'indépendance de la prédiction avec la variable préjudiciable. D'autres types où on conditionne par la variable effective, la target variable. On a l'égalité d'opportunité, le parité de taux de prédiction. Donc on a beaucoup de déclinaisons possibles de probabilité qui au final, quelle est la bonne, comment la choisir. L'explicabilité aussi, donc on a évoqué précédemment le problème de la représentation a priori. Donc comment on peut représenter un récit qui soit indépendant des différents usages. Et ça, c'est quelque chose de compliqué à modéliser mathématiquement, d'autant plus que l'IA se veut ne pas modéliser de manière probabiliste le procédure de génération des données, donc la distribution de probabilité duquel découlent les données. Même chose avec le problème de la confidentialité des données. On a beaucoup de définitions très différentes pour anonymiser, la k-anonymisation qui veut agréger un certain nombre de paramètres pour qu'il y ait au minimum qu'un individu identique, ou la confidentialité différentielle qui aussi donne des garanties probabilistes. Même chose, en fait, le problème de ces outils-là, c'est que certes, elles sont opérationnalisables, mais le problème, c'est qu'elle part du principe qu'on est dans un monde figé, sans interaction, où ces principes éthiques peuvent se formaliser, ce qui est, dans les faits, en fait, pas vérifié. Donc voilà, donc simplement quelques idées de conclusion. En fait, on a un problème qui est, on cherche un mouton à 5 pattes, qui est à la fois des chartes éthiques qui soient contraignantes comme la loi, et opérationnelle comme l'outil technique, une loi qui soit flexible comme la charte et opérationnelle comme l'outil technique.
et des outils techniques qui soient flexibles comme la charte, tout en définissant une notion de responsabilité comme la loi. Et en fait, dans tous ces sujets, au final, le grand perdant de tout ça, c'est peut-être l'utilisateur. En fait, on ne le voit pas là, l'utilisateur, il est pas là. Et peut-être que, comme on l'a évoqué aussi, il y a possibilité de donner des marges de manœuvre, des espaces de contestation, de failles du système qui puissent donner un espace de politisation aux utilisateurs. C'est peut-être la symétrie dont on parlait qui est une solution au problème. Voilà. Merci beaucoup.